Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire des Jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 9 novembre 2017. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, la table des maires de la MRC de Portneuf est maintenant composée de 5 nouveaux maires et une nouvelle mairesse. Nous accueillons en studio les maires de Lac-Sergent et de Saint-Basile, Yves Bédard et Guillaume Vézina. À Donnacona, on a procédé à la pelletée de terre symbolique du nouveau quartier résidentiel Aube sur le fleuve. On a rendu hommage aux bénévoles de Saint-Raymond vendredi dernier, 4 particulièrement. C'est la Semaine québécoise de l'orientation et nous accueillons en studio Nadine Gamache et Marie-Christine Pinault. Ce dimanche, à l'église de Pont-Rouge, une centaine de paroissiens ont participé à la Criée des âmes du 150e. Les organisateurs du Noël d'antan de Cap-Santé ont dévoilé la programmation de la 17e édition. Et Karine nous fera part des actualités culturelles et communautaires. Bonne émission. Suite aux résultats des élections municipales de dimanche dernier, la table des maires de la MRC de Portneuf est maintenant composée de 5 nouveaux maires et une nouvelle mairesse. D'ailleurs, la mairesse de Rivière-à-Pierre, Mme André Cochon-Saint-Laurent, est la seule femme qui siégera à la MRC de Portneuf comme mairesse élue. On compte 18 municipalités au sein de la MRC de Portneuf. Les 5 nouveaux maires sont Yves Bédard de Lac-Sergent, Guillaume Vézina de Saint-Basile, Denis Lépine de Saint-Alban, Guy Germain de Saint-Ubalde et Mario Alain de Ville de Portneuf. 7 maires ont été réélus dimanche dernier. Daniel Dion à Saint-Raymond, Denis Langlois à Saint-Léonard, Ghislain Langlais à Pont-Rouge, Guy Denis à Saint-Marc-des-Carrières, Jean-Claude Léveillé à Donnacona et Gaston Arcan à Deschambault-Grondines. 5 maires ont été élus sans opposition. Dominique Tessier-Perry à Saint-Casimir, Bernard Gaudreau à Neuville, Léo Gignac à Saint-Gilbert, Denis Jobin à Cap-Santé et Jacques Delisle à Saint-Uribe. En termes de pourcentage, les électeurs de Lac-Sergent et de Saint-Basile ont été les plus nombreux à aller voter, 71,2 à Lac-Sergent et 64,3 à Saint-Basile. 58,7 des électeurs de Saint-Léonard, 55,4 à Saint-Alban, 54,6 à Rivière-à-Pierre et à Sainte-Christine d'Auvergne, 53,6 à Saint-Marc-des-Carrières et finalement 43,2 des électeurs de Saint-Raymond et de Pont-Rouge se sont prévalus de leur droit de vote. Mentionnons que l'assermentation des nouveaux élus à Saint-Raymond se tiendra ce lundi 13 novembre à la salle du Conseil de ville au début de la séance publique dès 20h. 3 nouveaux conseillers siégeront dorénavant au Conseil: Philippe Gasse au siège numéro 2, Yvan Barrette au 4 et Pierre Cloutier au siège de conseiller numéro 5. D'ailleurs, pour la première fois, ce lundi 13 novembre, le Conseil de ville de Saint-Raymond sera diffusé en direct en haute définition sur nos ondes à compter de 20h au canal 703 ou au canal 103 pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés au service haute définition de Derry Télécom.
À Pont-Rouge, les nouveaux élus seront assermentés aussi le lundi soir 13 novembre prochain au début de la séance régulière publique du Conseil dès 19h30 à la salle de la place Saint-Louis. Nathalie Richard au siège numéro 2, Martin Guaziou au 4 et Mario Dupont au 6 feront officiellement leur entrée au sein du Conseil de ville de Pont-Rouge. Dans la Jacques-Cartier, du côté de Shannon, le conseiller sortant Mike James Noonan succède à Clive Kiley comme maire de la municipalité de 6 000 habitants. Au terme de l'élection de dimanche, Mike James Noonan, âgé de 38 ans, a récolté 817 votes, 46,11% des voix. Il était conseiller de la municipalité depuis 2013. Son équipe Démocratie Shannon a remporté tous les sièges de conseillers. C'est la première fois dans l'histoire de Shannon qu'un parti politique est élu. Le maire sortant, Clive Kiley, quitte la vie politique municipale après près de 20 ans comme maire. Pour nous parler maintenant de leur expérience d'une campagne électorale à la mairie et de leur entrée en politique municipale comme maire, nous accueillons en studio le maire de Saint-Basile, Guillaume Vézina, et le maire de Lac-Sergent, Yves Bédard. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous en studio ce soir. Grosse expérience, la campagne électorale à la mairie, Guillaume? Oui, une grosse expérience, puis une première surtout. Comment on a vécu ça? Comment vous l'avez vécu? Ben, c'est un mois très, très, très intense. C'est beaucoup de porte-à-porte. À Saint-Basile, il y avait 1300 portes à faire. Je pense en avoir fait peut-être 600-700. Quand même. Oui, rencontré beaucoup de personnes. Puis j'ai appris beaucoup de choses aussi. En faisant du porte-à-porte, c'est une bonne façon d'avoir directement le contact avec absolument, absolument. Je pense que c'est même bon. C'est très bon parce que c'est un exercice que tu ne ferais pas s'il n'y avait pas de campagne électorale. Oui. Étiez-vous seul? Non, il y avait... oui, j'avais des gens qui travaillaient avec moi. Des fois, je faisais du porte-à-porte seul. Des fois, on était deux. J'ai même fait une journée avec ma petite fille parce qu'il manque de gardienne. Ouais, okay. Puis, c'est ça. Donc, ouais. Parlez-nous de vous un peu. Vous êtes ingénieur? Moi, je suis ingénieur de formation. J'ai fait mon université à Sherbrooke. Ben, si je commence par le début, j'ai fait un DEC en génie civil au Cégep de Limoilou, campus de Charlebourg. Okay. Ensuite, j'ai poursuivi ma formation universitaire à Sherbrooke en génie civil. Je me suis spécialisé surtout dans les cours de structure de bâtiment. Puis, j'ai travaillé un petit peu au ministère des Transports dans le secteur de Trois-Rivières à la division des structures. Pas à la direction territoriale, pardon. Puis ensuite, je suis revenu dans le coin de Québec, toujours en demeurant à Saint-Basile. Okay. Je travaillais à Québec dans des bureaux de génie de conseil, petits bureaux moyens. Puis à un moment donné, il y a eu une vague où les bureaux de taille moyenne ont été avalés par les gros bureaux comme Génivore, BPR dans le temps. Ouais. Donc moi, c'est dans cette période-là que j'ai œuvré. Puis j'ai commencé aussi à enseigner au collège, au Cégep Limoilou, département de génie civil, par pur hasard, pour dépanner, parce qu'un prof avait eu un petit bad luck de santé. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait ça un petit peu de façon temporaire. Puis, à un moment donné, il y a des portes qui sont ouvertes pour faire le saut à temps plein là, vers l'enseignement. Puis ça, c'est un métier que j'adore. C'est votre première expérience en politique? Absolument, absolument. Je suis une personne... politique municipale, c'est la première. Cependant, j'ai été impliqué beaucoup au niveau des loisirs dans mon jeune âge. Là. Quand je dis jeune âge, c'est peut-être 25 ans et moins. Okay. Les tournois de balles, les fameux Portneuf Open que probablement plusieurs personnes se rappellent. Ouais. Les ligues de badminton, les ligues de hockey. Donc, c'est mon implication. Moi, j'étais plus de ce côté-là. Le Centre Nature aussi, où j'ai été impliqué là, il y a plusieurs années. Yves Bédard, votre première expérience en politique municipale aussi. Oui, comment vous avez vécu votre campagne? Un peu comme Guillaume, c'est très intéressant. C'est beaucoup de porte-à-porte. C'est là qu'on rencontre les gens, qu'on prend le pouls de la population, on réussit à avoir les idées, on a beaucoup d'échanges avec les gens. Au début, je pensais que le porte-à-porte se résumait à une poignée de main, on rentrait et on partait, mais finalement, à chaque porte, c'est au moins 10 à 15 minutes de discussion, d'échange, puis après ça, tu vas chercher des points de vue qui sont différents. C'est la partie la plus intéressante que j'ai trouvée de la campagne. Dans mon cas, je ne suis pas natif de Lac-Sergent. J'avais un terrain qui était là depuis une vingtaine d'années. Ça fait 3 ans qu'on réside là. Fait que j'avais à connaître beaucoup les gens du coin. Puis le défi qu'on a au Lac-Sergent, c'est que la moitié de la population est là uniquement à la fin de semaine, à cette période-ci de l'année. Fait qu'on avait une période très courte la fin de semaine pour aller chercher le maximum. Puis la semaine, ben, on faisait du terrain aussi, mais c'était un petit peu plus ardu parce que les gens étaient plus absents. Là, fait qu'on... C'était intéressant. Oui. En général, les gens débutent comme conseillers souvent avant de se présenter à la mairie. Vous autres, c'est tout de
suite à la mairie. Pourquoi, justement? Ben moi, dans ma vie personnelle, je suis rendu là. J'ai une petite fille qui est présente ici, qui a 8 ans. Ben oui. Puis j'ai une belle fille de 16 ans. Donc j'avais du temps. Puis étant enseignant aussi, j'ai plus de temps à donner qu'en travaillant dans un bureau de génie conseil. Donc c'est pour ça que le switch, je l'ai fait là, dans le fond, comme on dit. Puis il y avait un vent de changement qui se préparait à Saint-Basile, je le sentais. Donc je pense que le timing était bon, comme on dit, pour sauter dans l'arène. Parce que vous étiez 3 ou vous? Oui, on était 3. Il y avait Mme Sylvie Trottier qui a déjà été conseillère. Quelle année exactement, je ne peux pas vous le dire, mais d'après moi, pas loin d'une dizaine d'années, 8-10 ans certains. Ça se peut que je fasse une petite erreur là-dessus. Puis il y avait le maire sortant, M. Poirier, qui était là depuis 12 ans. C'est quand même un bon bout de temps, là. Oui, ça fait 12 ans, 3 mandats. Dans le fond, il sollicite un 4e mandat. Oui. Vous étiez 2 On était 2. À la mairie. Pourquoi justement se lancer tout de suite à la mairie? Disons que c'était. La carrière politique n'était pas une de mes avenues quand j'ai pris ma retraite il y a 2 ans. C'était pas quelque chose que je recherchais. J'ai toujours été membre des comités de direction, directeur là, à Poste Canada. Fait que j'étais habitué au niveau de la gestion puis de diriger des équipes. Quand j'ai vu l'opportunité qui se présentait du côté du Lac-Sargent avec le maire René-Jean Pagé qui ne se représentait pas, il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont convaincu que c'était le temps que j'aille donner un petit coup de main au niveau de la municipalité pour essayer d'organiser ou de changer les choses là, qui étaient en place depuis longtemps. Oui. Comment est-ce qu'on sent qu'on va chercher la faveur des électeurs sur le terrain? Est-ce qu'on peut sentir ça? Ou des fois, les gens nous disent « Oui, on va voter pour toi », mais finalement, moi, je vous dirais, ne démontre pas ça. Mais... En tout cas, personnellement, c'est au niveau des échanges qu'on le voit. Okay. Quand on va rencontrer les gens, c'est un débat d'idées. On parle d'idées, on leur parle de ce qu'on veut faire. On prend soin d'écouter c'est quoi leurs préoccupations. Puis souvent, les gens s'aperçoivent qu'on a des choses en commun. Puis tu le sens, les portes que tu rencontres, que tu dis oui, on vient de marquer un point, on vient d'aller chercher les gens dans ce qu'ils désirent ou dans ce qu'ils veulent vraiment atteindre. C'est la partie, tu le vois. Il y a des gens, tu as la discussion, c'est une discussion intéressante, mais tu ne sens pas l'engouement ou tu ne sens pas l'adhésion aux idées que tu échanges avec les gens. Fait que c'est là que tu dis, OK, cela, on a un petit peu de travail encore à faire. Ouais. Ça permet aussi des fois je vous dirais, de changer nos priorités ou d'ajuster nos priorités en cours de route. On part avec un programme, on part avec des idées, mais je vous dirais, ce qu'on recueille durant la campagne, c'est ce qui nous permet vraiment de dire, OK, oui, on a la bonne voie, ou non, on a des points à améliorer, parce que sinon, on sait qu'on va perdre une partie de l'électorat en cours de route, puis c'est pas ça que les gens veulent. Puis nous autres, dans notre cas, c'est pas une grosse municipalité. Ben non. Fait qu'on veut s'assurer on va chercher vraiment l'adhésion de la majorité des gens. Puis il faut garder ce pouls-là qu'on va chercher en campagne électorale. Il faut réussir à le garder pendant la durée du mandat, pendant les 4 ans. Fait que ça, c'est un beau défi qu'on a qui s'en vient. Oui, à peu près le même feeling pour vous. C'est en plein ça. Puis ça va être la base des 4 prochaines années. Là. Tout ce que tu as recensé pendant ton porte-à-porte, si tu n'écoutes pas ça, je pense que tu passes à côté de quelque chose d'important. Les gens ils ont eu une chance de s'exprimer. Chez nous, ça fait 12 ans qu'il n'y avait pas eu d'élection à la mairie. Ouais. Les gens ils ont eu une chance de s'exprimer. Donc, c'est à moi de saisir la balle au bon, comme on dit, puis de faire du chemin là-dessus. C'est quoi le rôle de maire, selon vous, Guillaume? Moi, je pense que c'est d'être rassembleur. C'est d'être rassembleur pour une municipalité. Surtout, je parle pour moi, là, mais chez nous, il y avait un gros désir de un petit peu plus d'amélioration au niveau des loisirs, de la vie sociale à l'intérieur du village. Saint-Basile, c'est une municipalité qui commence à se développer. Il y a eu certains développements, des nouvelles résidences, des nouvelles familles, des gens de la ville aussi qui sont venus s'installer à Saint-Basile. Maintenant, le défi, c'est de les garder. Puis pour garder les jeunes familles, c'est pas compliqué. Il faut créer un climat dynamique, très dynamique. Aller chercher les plus jeunes. Normalement, les parents devraient suivre avec ça, puis s'impliquer, consommer dans la place, acheter local. Donc, moi, c'est mon défi là, de ce côté-là. Oui. Comment vous voyez ça, le rôle du maire? Je pense que le point est bon. C'est vraiment le point de rassemblement. Il faut être capable d'être à l'écoute de la population, d'écouter les gens, puis être capable d'amener des choses ou des sujets ou des idées qui sont rassembleuses. Nous autres, dans notre cas, c'est pas on a une partie qui a des jeunes familles, mais on a beaucoup une transition qui se fait présentement, nous autres, avec les saisonniers, plus le transfert des familles de saisonniers là, qui quittent. Et on a beaucoup de nouvelles personnes qui achètent les résidences secondaires. Ouais. Fait que tu as une dynamique qui est différente. Il faut être capable d'utiliser cette dynamique-là pour faire avancer, faire progresser la ville. Puis si tu n'es pas à l'écoute, ben tu vas revenir dans des cancans ou des carcans qui étaient existants, qui vont faire que ça va juste faire arrêter tout le progrès potentiel. Ouais.
Parce que vous autres, vous êtes complètement une nouvelle équipe là, au niveau des conseillers. Nous autres, au niveau de la ville, c'est complètement une équipe nouvelle. On a une personne qui a eu l'expérience de politique, qui est Laurent Langlois, qui a été maire par le passé au niveau du Lac-Sergent. Par contre, on a une équipe qui a beaucoup d'expérience au niveau de l'administration, au niveau de la gestion. On a des gens aussi qui sont des gens de terrain, qui connaissent la place. Fait qu'on a Jean Leclerc dans un district qui est un rassembleur, une personne de la ville du Lac-Sergent qui est un bon leader au niveau de la ville. On a par la suite M. Artaud, Daniel Artaud, de District 1, qui est un nouveau venu, là, ça fait 3-4 ans qu'il est dans le lac, mais c'est un homme d'affaires qui a une grande expérience au niveau de l'administration, au niveau de la gestion, qui va donner un coup de main. Et on a Stéphane Martin au District 4, qui lui aussi là, nous amène un bon bagage là, au niveau de l'équipe. Spécial, vous autres, vous êtes en district. Ouais, on est une des rares municipalités qui est encore avec 4 districts pour la municipalité. On n'a pas 6 conseillers, on en a 4. Ça n'a pas été changé par le temps. On va voir là, comment ça se déroule au cours des prochaines années. Ouais. Peut-être ça va venir, mais présentement, là, avec 4 districts, avec la population qu'on a, ça répond adéquatement aux besoins. Oui. Du côté de Saint-Basile, justement, au niveau des conseillers, il y a quand même certains nouveaux. Oui, il y en a 2 nouveaux. Il y a Hélène Mikiou, puis, qui est une jeune femme dynamique, mère de famille, 3 enfants, très impliquée, très dynamique. Oui, absolument. Puis il y a M. Martial Leclerc aussi, qui est de la place, qui reste dans la partie de la station, qui est un employé chez Ciment Québec. Puis il y a les conseillers existants. Nous autres, il y avait un poste qui n'était pas remis en jeu. C'est le district de M. Claude Lefebvre, ici, Sainte-Angélique, Grand-Rang, Sainte-Marie, Sainte-Madeleine, et ainsi de suite. Ça, c'est son secteur. C'est le seul poste qui n'a pas eu d'élection. M. Lefebvre, si je ne me trompe pas, là, ça fait pas loin d'une vingtaine d'années qu'il est conseiller. C'est un monsieur d'expérience. Il y a aussi une chaude lutte là, dans le district numéro 2, qui était Sainte-Anne, Saint-Joseph, où il y avait Mme Lise Julien, qui est là depuis un bout, qui s'opposait à M. Dave Lamotte. De mémoire, ça a fini par 16 votes d'écart. Donc, c'était quelque chose d'assez serré. Ouais. Puis, oui, est-ce que vous êtes rencontrés jusqu'à maintenant? Nous sommes le jeudi actuellement, le 9 novembre. Est-ce que vous avez eu des premières rencontres avec l'équipe? Ou, Oui, moi, j'ai commencé. J'ai commencé. C'est sûr que c'est du 1 à 1, là. Mais j'ai déjà rencontré, exemple, M. Claude Lefebvre pour discuter un petit peu de ma vision des choses. J'ai rencontré aussi Gino Gagnon, M. Denis Leclerc, Hélène Mikiou, évidemment. C'est sûr que les nouveaux candidats en période d'élection, puis en campagne, on se croise souvent. C'est plus facile. Exemple, un monsieur comme M. Claude Lefebvre, ce monsieur-là, lui, il n'était pas en élection, donc la rencontre s'est faite par après. Donc... Votre première séance du conseil public, c'est quand? Lundi. C'est lundi le 13 aussi. Lundi le 13, nous aussi. On est assermentés vers 6 h, si je ne me trompe pas, 6 h avant la réunion du conseil qui se tient à 19 h. OK. Ouais. Chez vous... La première rencontre a lieu le 20. OK, ça vous donne quand même une semaine de plus pour c'est ça, ben là, officiellement, on prend le pas, ça va compter de demain, parce que légalement, on ne peut pas être signé maire tant que le délai légal n'est pas fait. Fait qu'on commence officiellement demain la fonction. On a déjà commencé à faire la transition au niveau de la gestion. Notre équipe est déjà en place. On va commencer déjà à avoir des rencontres, là, une demain et une autre de prévu lundi. Fait qu'on devrait être pas mal en place là, pour le 20. Oui. Il nous reste quand même 3 minutes à peu près les principaux enjeux dans votre municipalité. Du côté de Saint-Basile... C'est les loisirs. C'est vraiment les loisirs. C'est les loisirs, le centre de plein air, le centre nature. Il y a un désir très, très senti des gens de Saint-Basile de mettre des efforts sur le centre de plein air, de l'exploiter. C'est peut-être une des seules cartes de visite pour la municipalité. Okay. Puis c'est notre plus belle carte de visite en plus. Ouais. Le centre nature, il y a eu des grosses années, il y a eu des années un petit peu plus basses. Des fois, c'est la température aussi qui ne nous aide pas, sauf qu'au niveau de l'organisation de tout ça, on souhaite mettre beaucoup d'efforts. Ouais, du côté des routes, c'est pas évident non plus. Non, Saint-Basile, c'est un très grand territoire. Il y a des routes qui sont... Laurent Sainte-Angélique, justement. Sainte-Angélique en a un bout de fait, mais il reste un petit bout à faire. Mais projet pilote là, avec Ciment Québec. Oui, pour les routes en béton, oui. Puis il y a un bout qui est à faire, mais il y a des conduites à changer dans ce coin-là, donc c'est pour ça que ça n'a pas été fait en même temps. Il y a Saint-Joseph, une partie de Saint-Joseph qui n'est pas encore asphaltée. Puis il y a Terrebonne, Saint-Jacques aussi, où pour avoir des améliorations à faire là assez majeures. Oui, c'est des sous, ça, c'est beaucoup de sous. Oui. C'est ça, on est 2600 habitants à peu près. Ouais. J'ai ça de mémoire. C'est un très grand territoire pour le nombre de personnes qu'on est à Saint-Basile. C'est sûr. Du côté du Lac-Sergent, c'est le lac. Hein? C'est le lac qui est la priorité. C'est au niveau de l'environnement et du travail qu'on a à faire au niveau du lac. Comment vous voyez ça?
Ce qu'on a présenté, c'est un plan d'action qui est pour l'environnement en 2 volets. Là. On a le remplacement des fosses, la mise à jour des fosses septiques, des installations des huîtres qu'on a à faire. On en a au-dessus de 300 qui sont visées, qu'on va essayer de faire à l'intérieur de 2 ans, 2 ans et demi. Fait qu'on a un programme qu'on va présenter aux citoyens au cours des prochains mois. Okay. La réglementation qu'on est en train de changer pour s'assurer de bien encadrer ce travail-là pour que ça se fasse de la bonne façon. Puis on va mettre la mise en place la table de concertation avec Sainte-Catherine et Saint-Raymond pour les activités autour de la gestion du lac. On parle de la gestion des eaux de surface, on parle du travail qu'on peut faire au niveau des plantes, toutes les plantes aquatiques qu'on a, l'envahissement qu'on a à combattre, plus toutes les autres actions qu'on va faire autour du lac pour réussir à y redonner un peu de revitalisation, mais surtout lui donner une chance, d'arrêter la dégradation du lac, puis surtout, ils permettent de reprendre du temps. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, non, c'est ça. Mais c'est des actions qu'il faut qu'elles soient concrètes, mais il faut le faire avec des vrais gestes. Là. Les gens ont travaillé énormément depuis 10 ans sur un projet d'égout. Là, c'est le temps de passer à l'action. Le projet a été rejeté. Il faut passer à l'action puis prendre des actions vraiment là, pour améliorer le lac. Oui, parce que vous faisiez partie du comité. J'étais le porte-parole. J'étais le porte-parole des gens qui portaient qui avaient beaucoup d'inquiétudes par rapport au projet qui était présenté, qui soulevait beaucoup de questions sur le volet financier qui avait été présenté, sur certains volets techniques aussi qui étaient avancés. Puis les gens, tout ce qu'on voulait, c'était donner l'information aux gens pour qu'ils prennent une décision éclairée. C'est ce qu'ils ont fait en bout de ligne. Alors évidemment, on va suivre ça de très près. Alors merci beaucoup de votre présence ce soir en studio. Donc Yves Bédard, nouveau maire à Lac-Sergent, et Guillaume Vézina, nouveau maire du côté de Saint-Basile. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. À Donnacona, ce mercredi matin, des élus, leurs représentants, les gens de la ville et les promoteurs ont procédé à la traditionnelle pelletée de terre du nouveau développement résidentiel dont la phase 1 sera livrée d'ici la fin de l'année 2017. Ce quartier résidentiel, situé entre la rue de la Terrasse et la route Sauvageau, plus à l'est de la municipalité et qu'on appelle Aube sur le fleuve, pourra compter au total près de 250 terrains et plus de 500 logements. Plusieurs types d'habitations sont prévus dans les résidences unifamiliales, jumelées, triplex, quadruplex et multifamiliales. La phase 1 prévoit 82 constructions unifamiliales, 64 jumelées et un bâtiment quadriplex. 79 % des terrains sont déjà vendus, selon les promoteurs Jocelyn Lacasse et Pierre Papillon. Ce projet est en vue à Donnacona depuis 2011 et aura nécessité de longues démarches, particulièrement auprès de la Commission de protection des territoires, du territoire agricole du Québec, comme nous le rappelle le maire de Donnacona, Jean-Claude Léveillé. Depuis 2011, le conseil municipal et les employés de la ville de Donnacona ont travaillé à exclure de la zone agricole près de 32 hectares de terrain zoné agricole. Le 15 avril 2015, soit près de 4 ans plus tard, une décision finale et favorable de la Commission de protection des territoires agricoles du Québec est enfin émise. Ceci nous permet d'aller de l'avant pour le développement de près de 250 terrains et de plus de 500 logements. Aube sur le fleuve est un quartier dédié aux familles qui désirent s'installer près de tout. Profiter d'un bon voisinage, des rues, des pistes cyclables, un parc sécuritaire et bien sûr, payer le juste prix. Autant pour les services, les commerces, la nature que la proximité de la vieille capitale. On estime un investissement privé de 17 500 000 $ et des retombées économiques de près de 93 millions pour la MRC de Portneuf. Quelques 300 personnes étaient réunies vendredi soir dernier au centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond pour la soirée Hommage à nos bénévoles. Cette soirée annuelle est l'occasion pour la municipalité de remercier tous ceux et celles qui offrent leur temps et leur passion à une ou plusieurs causes et bien souvent dans l'ombre. 4 bénévoles ont été reconnus
par les organisations pour leur apport exceptionnel au sein de leur clientèle. Ainsi, un hommage a été rendu à Mme Lina Huard du comité VASI, à Mme Annie Plante de l'Association du hockey mineur, à M. Donald Alain de la station de ski Saint-Raymond et à M. Denis Lapointe des Chevaliers de Colomb. Une plaque reconnaissance leur a été remise, ainsi qu'un livre souvenir de la ville de Saint-Raymond. Après la remise des plaques, les participants à la soirée ont eu droit à un spectacle de l'humoriste imitateur Stéphane Bélanger. Écoutons maintenant l'hommage qui a été présenté sur écran dans la salle. Madame Lina Huard est bénévole pour le comité VASI depuis maintenant 8 ans. C'est une bénévole dévouée, attentionnée et toujours disponible. Madame Huard accompagne les gens pour aller faire leurs emplettes, pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux dans la région et participe à la livraison des repas à domicile. C'est une personne souriante, amicale et nous sommes très reconnaissants de son dévouement qui permet de répondre à la demande grandissante en accompagnement transport. Madame Huard, au nom du comité VASI et de toutes les personnes qui bénéficient de votre aide, veuillez accepter nos plus sincères remerciements. Le comité du hockey mineur de Saint-Raymond est fier de rendre hommage à Madame Annie Plante pour son implication au cours des 5 dernières années à titre de responsable des équipements. Madame Plante était très assidue à son poste et apportait constamment de nouvelles idées afin d'améliorer les services auprès des quelques 200 joueurs de hockey et de tout le personnel qui gravite autour de chacune des équipes. Sans jamais compter son temps, elle a été une ressource importante pour notre association. Les Lynx se joignent au comité du hockey mineur pour vous remercier de votre implication au cours de ces années et vous souhaitent la meilleure des chances dans vos nouveaux défis. L'équipe de la station Ski Saint-Raymond et toute l'équipe de patrouilleurs rendent hommage ce soir à M. Donald Alain pour son magnifique travail et son dévouement au cours des 10 dernières années. M. Alain a été chef de la patrouille de 2007 à 2017. Par son implication, sa passion et son sens de l'organisation, il aura assuré très adéquatement la sécurité dans les pentes et aura su encadrer l'équipe de patrouilleurs de façon à ce que chacun retire du plaisir à faire ce travail de bénévolat si important pour notre station. Au nom de tous, skieurs, planchistes, patrouilleurs et intervenants à la station, nous vous remercions et vous souhaitons le meilleur qui soit pour vos nouveaux projets. Monsieur Denis Lapointe est membre du Conseil 2985 de Saint-Raymond depuis le 1er octobre 1980 et au 4e degré de l'Assemblée Monseigneur C.A. Bilodeau 1735 depuis le 1er avril 1993. Sa feuille de route est éloquente et prestigieuse. 1990 à 1992, grand chevalier de son conseil à Saint-Raymond. 2000 à 2002, fidèle navigateur de l'Assemblée Monseigneur C.A. Bilodeau. 2006 à 2008, directeur régional 03 de la capitale. 2008 à 2012, maître de district 2. 2012 à 2013, responsable provincial des tables rondes. 2013 à 2014, cérémoniaire d'État. 2014 à 2016, secrétaire d'État. Au cours de ces années, M. Lapointe a participé au succès de plusieurs activités sociales, fraternelles, religieuses et patrimoniales. Il s'est impliqué sur le projet de loi de fin de vie en participant à une journée d'information et à la planification de la marche pour le respect de la vie à Québec. Ses responsabilités sans cesse grandissantes l'ont amené à suivre des formations et à participer à différents congrès dans différentes villes de l'Amérique du Nord, dont Toronto, Dallas et New Haven. M. Lapointe est un vrai rassembleur qui adore travailler avec les gens, les encourager, les aider, les remercier. Issu d'une région, il connaît la valeur des forces régionales et l'importance de l'unité de ces régions pour véhiculer partout au Québec le message des Chevaliers de Colomb. Homme d'expérience, d'action et d'écoute, qui a la chevalerie à cœur, il a su s'entourer de personnes importantes à l'exécutif d'État pour un service plus performant auprès des conseils. Il a bien su diriger la destinée du Québec depuis 2016 à la plus haute fonction au poste de député d'État. Monsieur Lapointe, vous méritez toute notre admiration et notre respect pour votre travail.
Se tient cette semaine la 13e semaine québécoise de l'orientation sous le thème « Trouver du boulot sans partir de zéro, faire reconnaître ses acquis et ses compétences ». Pour nous en parler, nous accueillons en studio Nadine Gamache, coordonnatrice, et Marie-Christine Pinault, conseillère en orientation de l'organisme Service d'aide à l'emploi. Bonsoir Nadine et Marie-Christine, merci d'être avec nous en studio. Semaine québécoise de l'orientation, c'est quoi le but en fait de cette semaine-là? Normalement, bien, comme on le dit, c'est la 13e édition. L'objectif, au départ, quand l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec a mis ça sur pied, c'était de promouvoir le travail des conseillers d'orientation auprès de la population. Okay. Parce que souvent, les gens pensent que le travail du conseiller ou de la conseillère d'orientation se limite à celui qu'on connaît dans les écoles. Alors qu'il y a plusieurs secteurs dans lesquels un CO peut œuvrer et ça permettait justement de faire valoir l'importance du travail du conseiller d'orientation auprès de différentes populations. Et de fil en aiguille, c'est une semaine qui s'est avérée positive. Chaque année, on a un thème différent qui est abordé. Et justement, cette année, l'Ordre a décidé de consacrer cette semaine-là au bilan de compétences et à la reconnaissance des acquis qu'on appelle la RAC. Oui, et ça veut dire quoi exactement? Comment vous voyez ça justement, Marie-Christine? Bien, la reconnaissance des acquis, en fait, c'est de permettre, là, avec le marché du travail qu'on connaît aujourd'hui, que c'est difficile pour les employeurs de recruter des personnes qui ont des compétences. Puis aussi, mais tu sais, veux pas, les gens, ils ont souvent beaucoup d'expérience. Tu sais, les gens dont les baby boomers ou ceux qui ont 50 ans et plus, ils ont souvent toujours travaillé, mais qui n'ont pas nécessairement de diplôme. Fait que la reconnaissance des acquis, ça permet à toute personne qui est sans emploi ou qui avec un emploi, qui ont un diplôme ou avec déjà un diplôme, de se faire reconnaître là, les compétences qu'ils ont acquis durant leur travail. Okay. Dans un domaine particulier, là, qui est dans le domaine de travail qu'ils ont toujours travaillé. Oui, comment on fait justement? C'est qu'on rencontre des organisations comme la vôtre? Bien, justement, par rapport les étapes, il y a quand même toujours il y a toujours les étapes pour la reconnaissance des acquis. Fait que c'est sûr que la première étape, c'est de rencontrer puis de dire, bien, regarde, c'est quoi le choix? C'est quoi les compétences que je veux mettre en évidence? Puis c'est quoi mon choix de formation que je veux faire reconnaître? Oui. Fait que ça, c'est la première étape. C'est sûr qu'on fait ça. Puis tantôt, Nadine va pouvoir vous en parler un peu plus au niveau du bilan. La deuxième étape, c'est premièrement, quand le choix est fait de profession, bien, c'est d'aller rencontrer, de s'inscrire à une séance d'information où que la formation se donne ou qu'il y a la possibilité de faire une reconnaissance des acquis. S'inscrire à la rencontre d'information pour prendre toutes en compte là, les éléments, c'est quoi l'ampleur de la procédure aussi pour se faire reconnaître les compétences. Une fois qu'on est inscrit, puis c'est vraiment ça qu'on veut décider d'entrer dans toute cette démarche-là, bien on s'inscrit. Donc après ça, la troisième étape, c'est vraiment de faire monter son dossier. Donc, on va s'inscrire, on va donner notre dossier comme quoi qu'on veut se faire reconnaître ces compétences-là dans le domaine que nous avons choisi, selon la profession qu'on a choisie. Donc, c'est sûr qu'ils vont demander probablement lettre de présentation, le CV, le bulletin, relevé de notes, les attestations qui auraient pu être là, qui peut être en lien toujours avec la profession, avec le domaine qu'on a choisi, pour ensuite le déposer. Il y a quelqu'un qui va l'évaluer, un spécialiste, un conseiller puis un spécialiste souvent, ou deux peut-être, dans le domaine, qui va prendre en compte l'évaluation du dossier de la personne, puis voir est-ce que c'est pertinent de l'évaluer, puis de voir c'est quoi les compétences qui seraient déterminées et à évaluer, à mettre en premier plan si il passe à l'autre étape. Ouais. Une fois que ça, quand c'est déterminé, les objectifs sont faits, bien là, ils vont y aller directement avec l'évaluation à rencontrer la personne, puis ensuite faire l'évaluation sur le milieu de travail aussi. Voir comment il peut aller voir au milieu de travail, c'est quoi les tâches, est-ce qu'ils font adéquatement les tâches comme qu'ils sont prévus de faire selon la formation, selon l'ordre aussi, parce que souvent, des fois, les professions, ils ont un ordre aussi auquel ils adhèrent, puis ils ont des méthodes précises. Puis pour la suite, mais puis de voir, est-ce qu'il y a des éléments qui sont manquants pour faire reconnaître ces compétences? Donc, peut-être qu'il y en a qui vont falloir qu'ils fassent faire des cours aussi, soit au niveau professionnel, au cégep, à l'université, parce qu'on s'entend que la reconnaissance des acquis, c'est pour autant au niveau professionnel qu'au niveau universitaire et collégial. Oui. Puis ensuite, s'il n'y a pas d'éléments manquants, mais il peut y avoir la reconnaissance, là, le diplôme en tant que tel, là,
qui prouve que la personne a toutes les compétences pour faire la formation, pour faire la profession. Bilan? Le bilan de compétences est important pour les individus, quelqu'un qui vient de perdre son emploi, quelqu'un qui remet en question aussi le travail qu'il fait. Dit, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du jardin. J'aimerais peut-être faire autre chose, mais je ne sais pas trop quoi. Alors, à ce moment-là, c'est de s'inscrire avec un professionnel de l'orientation pour faire son bilan de compétences. Ça permet vraiment de dresser son portrait professionnel, personnel, mais on s'attarde beaucoup au niveau professionnel pour voir faire le ménage dans tout ce que j'ai acquis au cours de ma vie, de ma carrière, et déterminer qu'est-ce que je veux continuer d'utiliser ou peut-être réutiliser et laisser de côté. Et souvent, les gens vont se rendre compte que dans leur vie, ils ont développé énormément de compétences. Ouais. Ils ont beaucoup d'acquis, des choses parfois diplômées, mais d'autres que non. Ça a été dans le tout autre tâche connexe, très souvent que ça a été développé en emploi, mais il y a un intérêt de ce côté-là. Alors, à ce moment-là, faire son bilan de compétences permet vraiment de mettre des mots sur ce qu'on veut faire le ménage dans ce qui est important pour nous, ce qui ne l'est plus non plus, parce que nos intérêts vont demeurer les mêmes. Cependant, en cours de vie, on ne mettra pas les mêmes priorités de l'avant. Alors, ce qui était important pour moi il y a quelques années, c'est encore une importance, c'est encore une valeur, mais c'est peut-être plus ça que j'ai le goût de mettre de l'avant. Alors, ça permet vraiment de se questionner, de faire une réflexion et justement de le faire à l'aide d'un conseiller ou d'une conseillère d'orientation qui est formé, qui est diplômé. Ça nous permet justement de se poser les bonnes questions, d'avoir la bonne information et de s'informer aux bons endroits, de faire les démarches aux bons endroits pour justement pas arriver et faire n'importe quoi, puis au bout du compte, pas être content là, de ce qu'on a parce qu'on n'a pas eu la bonne information. Le conseiller d'orientation est la personne spécialisée pour aider l'individu dans son cheminement, dans sa réflexion et dans son passage à l'action pour aller justement faire les bons choix. Oui, pour finalement aller dans le marché du travail et selon aussi les disponibilités du marché du travail. Oui, mais actuellement, il est bon. Oui. Oui, actuellement, le marché du travail... Dans Québec, dans Port-Neuf et aussi... oui. Si on parle pour la grande capitale nationale, le taux de chômage actuellement est en bas de 4 %. Oui. Pour Chaudière-Appalaches, la semaine dernière, il était à 2,6 %. Alors, on parle du plein emploi. Oui. Donc, actuellement, ce sont les employeurs qui ont de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux postes qu'ils ont de disponibles. Oui. Donc, quels sont les secteurs les plus, mettons, les plus en demande si on regarde dans Port-Neuf, par exemple, le secteur manufacturier est très présent. Est-ce que c'est un bon secteur pour quelqu'un qui voudrait reprendre le marché du travail? Ou, oui, c'est certain que tout ce qui est le secteur manufacturier, le commerce au détail, la restauration, les secteurs administratifs, ce sont des secteurs très en demande. Même le secteur de la santé est beaucoup en demande. Je vous dirais qu'il y a un secteur qui est un petit peu plus difficile, puis il l'a toujours été, c'est le domaine artistique. Ça a toujours été plus difficile comme secteur d'emploi. Il y a un petit peu plus d'ouverture, mais c'est pas là qu'on va... C'est plus travailleur autonome, dans le fond. Oui, ça, oui, puis qui demande plusieurs qualités personnelles là, pour être capable. C'est pas juste d'être bon au niveau artistique, ça demande un autre type de bagage là, pour être capable de bien se démarquer dans ce secteur-là. Mais l'ensemble des secteurs actuellement, disons qu'il y a de la place là, pour beaucoup de gens. L'âge aussi même des gens de 60 ans et plus? Oui. De plus en plus, oui. Oui. Je vous dis ça va. Oui. Je vous dirais qu'au niveau des 45 ans et plus, c'est des gens qui sont très, très, très recherchés sur le marché du travail de par leur expérience. Ce sont des seniors, ce sont des gens qui ont des savoirs à transmettre aussi aux autres générations. Et ce qu'on voit aussi de plus en plus, ce sont les retraités, pré-retraités qui ne veulent pas arrêter complètement. Ouais, ils ne veulent pas nécessairement retourner dans la même carrière. À 40 heures semaine, mais ça peut être à 20 heures semaine, 15-20 heures, temps partiel. Oui, ça pourrait être dans le même domaine, mais ça pourrait être aussi faire autre chose à partir de leurs acquis
Et ce sont des gens qui sont recherchés. Et actuellement, comme le marché du travail a beaucoup d'ouverture, ce sont des gens qu'on va rechercher et avec grand bonheur parce qu'ils ont des valeurs aussi qui cadrent bien avec les entreprises. Oui. En 30 secondes, pour rencontrer des gens en orientation chez vous, comment on fait? Vous êtes stationné, vous êtes au bureau de Donnacona? Oui, on est au bureau, dans le fond, au 100 route 138, au bureau 205, donc dans le même édifice qu'Emploi Québec, le centre local d'emploi de Pont-Neuf. Oui. Puis nous, dans le fond, nous, c'est sûr que c'est toujours, on est toujours prêt à prendre les appels. Donc, ils nous laissent un message quand on n'est pas disponible, parce que des fois, on est souvent en rencontre. Donc, qu'ils nous appellent, qu'ils nous téléphonent, puis nous, après ça, on les rappelle pour se dire pour une rencontre. Donc, ça, il faut pas que les personnes se gênent pour prendre l'information ou venir nous rencontrer en personne. C'est bien. Alors, on a le site Internet aussi, oui. le www.ape.qc.ca. J'invite les gens là, à aller faire un tour et ils vont pouvoir voir les différents services qui sont offerts. Les numéros de téléphone aussi vont être indiqués pour nous joindre. Mais on peut le nommer rapidement dans le 418-285-0285. Alors, Service d'aide à l'emploi. APE, Service d'aide à l'emploi. Alors, Nadine Gamache et Marie-Christine Pinault, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Bonne semaine d'orientation. Merci. À l'église de Pont-Rouge, ce dimanche 5 novembre, après la messe de 9 h, se tenait la Criée des âmes qui se voulait un clin d'œil à l'histoire des 150 ans de la municipalité. Une centaine de personnes ont pris part à cette tradition derrière l'église qui, autrefois, servait à recueillir de l'argent pour payer des messes aux défunts de l'année, particulièrement pour la rédemption des âmes du purgatoire. Tous les dimanches de novembre, après la messe, on procédait sur le perron de l'église à une vente d'objets, de nourriture ou d'animaux. Chacun y allait de son prix. Cette criée des âmes permettait de participer à la sanctification des défunts et surtout de fournir des fonds à l'église pour l'entretien et les services. À Pont-Rouge, ce dimanche, tous les articles offerts gracieusement par les paroissiens et paroissiennes ont été vendus, dont la nourriture, du bois de chauffage, des pommes de terre, du sirop d'érable, des plantes ou de l'artisanat. On estime à un peu plus de 1 000 $ le montant recueilli au bénéfice de la fabrique Sainte-Jeanne de Pont-Rouge. L'encan a été animé par M. Fernand Lesage, âgé de 80 ans. M. Lesage a animé pendant plusieurs années l'encan des Lions de Pont-Rouge. À Cap-Santé, cette semaine, les organisateurs du marché du Noël d'antan ont dévoilé la programmation de la 17e édition qui se tiendra les vendredis, samedis et dimanches 24, 25 et 26 novembre prochains à Place de l'Église. Des nouveautés ont été annoncées, dont la présence de Saint-Nicolas tout au long du week-end, l'ajout de maisonnettes qui font la fierté de l'organisation et une place des jardins pour enfants de plus en plus animée. Mais d'entrée de jeu, en conférence de presse et pour terminer son allocution, le maire de Cap-Santé, Denis Jobin, a lancé une invitation au président du comité de mettre à jour les informations qui sont publiées dans l'encyclopédie collective en ligne Wikipédia sur les marchés de Noël au Québec. Il est écrit sur Wikipédia que le premier marché de Noël au Canada a débuté au Québec en novembre 2007 à Joliette. On écoute M. Jobin, suivi du président du conseil d'administration du Noël d'antan, Denis Villeneuve. Et là, le président, il est là, le président du Noël d'antan. Le président du Noël d'antan, il y aurait une mise à jour à faire sur Wikipédia, là, parce qu'on dit sur Wikipédia que le premier marché de Noël, parce que c'est originaire d'Alsace, que le premier marché de Noël au Québec avait lieu, je nommerai pas la ville, mais moi je sais que c'était à Cap-Santé, ça fait 17 ans, puis c'est facile à retenir. Si vous vous demandez quelle édition on est rendu, rappelez-vous l'année prochaine, 2018, 18e édition. Merci beaucoup. Le plus ancien marché de Noël extérieur au Québec. Et pour répondre à la question, la personne qui préside ce supposé plus vieux marché selon Wikipédia, elle le confirme que c'est bel et bien nous autres. Le plus vieux, il faut juste que j'aille à l'intérieur pour le changer sur Wikipédia, mais c'est certain qu'on est reconnu. On est reconnu comme étant le plus ancien et comme un des plus uniques au Québec.
Le Général Patente, spectacle de marionnettiste, de cirque, lecture de contes par Mme Crayon, spectacle de l'école musique Manon Chénard, le forgeron raymondois Stéphane Chénard, l'accordéoniste Denis Côté et les frères Lemay animeront, entre autres, Place de l'Église. Plus de 70 artisans offriront leurs produits et une exposition de quelques 80 crèches prendra place dans l'église. La toile thématique du 17e Noël d'antan, réalisée par Jeannette Trépanier et intitulée Tradition, représente la fabrication de la tire Sainte-Catherine. Et un nouveau logo a été créé, mettant en relief le foulard géant tricoté par des femmes de Cap-Santé, l'église, le sapin et les maisonnettes. Après la pause, d'autres actualités culturelles et communautaires avec Karine. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Michel. Gros week-end pour le Festival des tambours de Portneuf. Oui, donc le 9e Festival des tambours de Portneuf qui se déroulera du 10 au 12 novembre prochain. Encore une fois, c'est du côté du Carrefour municipal de Portneuf que les festivités se dérouleront. Donc, vendredi à partir de 20h, samedi à partir de 13h30 et le dimanche toute l'après-midi. Rappelons que ce festival aussi clôturera les activités de la 3e édition, en fait, des ouvrages de Portneuf avec l'événement La danse des danses qui se tiendra le dimanche en après-midi. Un grand après-midi de danse traditionnelle avec les caleurs Yael Azoulay, Normand Legault, les musiciens Gabriel Ouellette, Gaétan Lefebvre, Jean-Claude Ticot-Petit, Robert Boutet et j'en passe. Donc, ça se déroule de 13h à 16h et on rappelle que l'événement est gratuit pour le dimanche. Au programme, sinon, entre autres, le spectacle du groupe Wabo Barbecue, les jeunes musiciens du monde et de Stéphanie Lépine qui nous présentera son spectacle La Grande Ligne. Le coût du spectacle pour le vendredi soir est de 10 $ et de 20 $ pour le samedi. On mentionne que, évidemment, comme la tradition le veut, après le spectacle du samedi soir, c'est toujours suivi d'un grand jam de musique jusqu'aux petites heures du matin. Donc, c'est de retour encore là, cette année. C'est le party et c'est gratuit. Donc, pour les amateurs de musique qui veulent y assister ou encore même y prendre part. Donc, on vous invite samedi soir après le deuxième spectacle de la soirée. Mentionnons aussi que le musicien bien connu Gaétan Morissette lancera son premier album, Le Rêve de Chevriquet, sur lequel il travaille depuis plusieurs années maintenant. Et ça sera lancé dans le cadre du Festival des tambours de Portneuf, donc vendredi à 20h du côté du Carrefour municipal de Portneuf. Faut-il le rappeler, tous les détails de la programmation sont sur le site web de la satrape.ca, donc www.satrap.ca. Cette fois, c'est une soirée country à Donnacona. Oui, du côté de la Maison de la Culture Georges Herbert Germain de Donnacona. Une soirée aux allures western country qui est ouverte à tous. Il s'agit d'une occasion pour vous de pratiquer les pas de danse country avec la troupe Animation d'hiver danse. Ça se déroule ce samedi 11 novembre à 19h. Il s'agit d'un cours pour les débutants. C'est une soirée de danse à partir de 20h. Donc, on invite les gens à partir de 19h, mais vraiment, la danse va se poursuivre à partir de 20h. Et c'est un petit 5 $ tout simplement là, à la porte pour y prendre part. Beaucoup d'activités du côté spectacle cette semaine. Oui, donc on commence avec Lynn Odette et Manon Chénard qui offriront un spectacle empreint de souvenirs et d'amour à la mémoire des disparus
à l'occasion, évidemment, du jour du souvenir. Donc, le 11 novembre, ça se déroule à 19h30 du côté de l'église de Saint-Basile. Au programme chansons des Lavoie, Lemay, Sardou, Pelchat, Renaud et autres. Le duo est connu pour offrir sa musique lors de funérailles, un métier qui fait du bien aux autres, mais qui leur fait du bien à elles aussi. Les profits iront directement à la fabrique. On mentionne que c'est 15 $ pour les adultes et 7 $ pour les enfants. Pour vous procurer des billets très simples directement via l'école de musique Manon Chénard de Cap-Santé en composant le 88 329 34 27. Sinon, du côté de la taverne, quelques belles soirées à venir. Donc, commençons tout d'abord avec ce vendredi à 21h30, le groupe Grimscott qui compte parmi les pionniers en fait de la scène rock alternative au Québec depuis les années 90. C'est un groupe qui s'impose comme une explosion de punk rock metal. Nuancé de quelques envolées progressives et psychédéliques. Bref, les fans de ce type de musique pourront en profiter. Ça se déroule ce vendredi à la taverne à 21h30 et les billets sont au coût de 23 $. Sinon, il y aura aussi une soirée karaoké, donc pour ceux et celles qui aiment pratiquer la chansonnette. Ben oui. Donc, ça se déroule le 11 novembre, toujours du côté de la taverne de Saint-Casimir. Ça débute à 21h30. Peut-être qu'il y aura quelques talents à découvrir sur place et l'entrée se fait de manière gratuite. Sinon, on vous rappelle Robert Charlebois. Et oui, vous avez bien entendu Robert Charlebois qui sera à la taverne aussi de Saint-Casimir. Ça se déroule le 17 novembre, donc pas en fin de semaine, mais la fin de semaine prochaine. Il reste encore des billets. Okay. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous en parle ce soir. Donc, il faut faire vite. Les billets sont disponibles en pré-vente au coût de 45 $, sinon 55 $ le soir même à la porte s'il en reste. En fait, pas vraiment besoin de vous présenter qui est Robert Charlebois, mais son spectacle, cette soirée-là, il va vraiment vous offrir des relectures audacieuses de son puissant répertoire. Il sera évidemment teinté par la passion qu'il a pour le son et l'approche des classiques. Ce tout nouveau spectacle, on le retrouve sur scène, évidemment, entouré de ses 5 musiciens au son des pianos, contrebasse, guitare, batterie, dans une ambiance quasi acoustique, mais toujours rock comme il sait le faire. Il sera de retour d'une triomphale série de concerts présentés à Paris le printemps dernier. Heureux aussi de l'hommage que lui a fait le Cirque du Soleil l'été dernier à Trois-Rivières. Et indéniablement plus fort que jamais. Donc, Robert Charlebois qui sera assurément nous surprendre encore une fois. Donc, faites vite les billets du côté de la taverne pour le 17 novembre, donc samedi la semaine prochaine. Il faut faire vite, il reste que quelques billets. Souvenir de mon adolescence. Oui. Toujours actuel. Oui. L'artiste de Deschambault, Carole Baillargeon, elle expose à Québec. Oui, donc Carole qui ne finit pas, en fait, d'exposer un peu partout. De s'épanouir. De s'épanouir, exactement. Tu viens de me donner le mot qui me manquait. Donc, en fait, Carole Baillargeon, qui est une artiste très connue, qui vit maintenant à Deschambault, qui propose, en collaboration avec l'artiste Mireille Racine, l'exposition Recoudre. Ça se déroule du côté du Centre Materia et c'est à voir jusqu'au 17 décembre prochain. C'est avec bonheur, en fait, que le Centre Materia, qui est le seul centre vraiment en métier d'art au Canada. C'est où? C'est Pointe-Charest de la Couronne à Québec. Donc, c'est vraiment le seul centre en métier d'art au Canada puis en plus qui réunit cette fois-ci 2 figures importantes des arts textiles québécois. Donc, dans une exposition intitulée Recoudre. Pour Carole Baillargeon, le thème est abordé par la métaphore de se recoudre qui met en scène les hauts et les bas de la vie par la représentation d'un mouvement d'adaptation conduisant à la résilience, donc des œuvres très, très fortes. Pour Mireille Racine, Recoudre le silence met en scène des histoires de chapeaux, donc elle est aussi chapelière, et des souvenirs nippons à travers des sculptures guidant vers l'essentiel en silence. On sent beaucoup les inspirations de Mireille Racine suite à un voyage qu'elle a fait en Chine. Donc, Carole Baillargeon, faire un petite biographie de qui elle est. Elle est reconnue pour ses sculptures, ses installations. Elle parle beaucoup de l'humain, de sa vulnérabilité, de son impermanence. Elle a une pratique qui est hybride entre les arts visuels, des références à la scénographie, mais au métier d'art, à l'artisanat. Elle a été récipiendaire de nombreux prix, dont le prix d'excellence en métier d'art l'an dernier. Elle collabore à des expositions et des projets d'envergure comme la Biennale internationale du lin de Portneuf. Bref, une artiste à découvrir si vous ne la connaissez pas. Et c'est tout près de chez nous, donc à Materia,
coin Charest de la Couronne, donc à Québec. L'exposition recoudre jusqu'au 17 décembre. Bien sûr. Arline Thibault, cette fois en spectacle à Donnacona. Oui, 18 novembre prochain, du côté de la Maison de la Culture de Donnacona, Le Vœu. C'est le spectacle que nous propose la conteuse Arline Thibault. L'artiste qui vient de se produire dans une trentaine de spectacles en France en début d'automne revient au Québec pour suivre ces spectacles ainsi que la promotion de son livre disque Le Vœu, qui vient tout juste de paraître en août aux éditions Planète Rebelle. La conteuse originaire de Québec, qui présente pour une première fois son spectacle dans la région de Portneuf, a été conseillée à l'écriture par le comédien dramaturge Fabien Cloutier, qu'on voit de plus en plus dans différentes séries au Québec, et mise en scène par nul autre que Michel Faubart. Donc, pour les amateurs de musique traditionnelle, on le connaît très bien. Lancé en février 2015 à la Place des Arts de Montréal et au Palais Montcalm de Québec, Le Vœu a été présenté sur une vingtaine de scènes professionnelles au Québec au cours des 2 dernières années, en plus d'avoir remporté 5 prix lors du festival Vue sur la relève de Montréal. Donc, le spectacle Le Vœu, Maison de la Culture Georges-Benjamin de Donnacona, à 20h le 18 novembre prochain. Les billets via Biatech au coût de 21,50 $. Et finalement, une exposition du côté du Centre Multi à Saint-Raymond. Oui, donc Contrastons-nous, c'est une exposition de photos de M. Yvan Bédard, une exposition qui oppose des photographies de notre région à des scènes très différentes prises ailleurs dans le monde: eau, sécheresse, froid, chaleur, forêt, désert, plaine, montagne et autres contrastes se côtoient pour éveiller le visiteur sur la chance que nous avons de vivre ici au Québec. L'exposition se tient donc à partir de ce soir, 9 novembre, et ce jusqu'au 15 décembre prochain, dans la verrière de l'espace Desjardins du Centre multifonctionnel Roland-Dion. Vous pouvez avoir accès à la salle du lundi au jeudi de 9h à 16h et le vendredi de 9h à 13h. Le vernissage se déroulera le 12 novembre de 14h à 16h et on rappelle que c'est gratuit pour découvrir ces expositions au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. À voir. À voir et à Merci, découvrir. Karine. Ça fait plaisir. Belle semaine. D'autres nouvelles après la pause. Ce mercredi soir, 8 novembre, au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, quelques 400 personnes ont assisté à la soirée bénéfice portant sur la projection sur le projet d'insertion socio-professionnelle de la coopérative Vallée Bras du Nord. Plus de 425 billets ont été vendus et on estime à près de 10 000 $ les profits qui seront versés pour le projet d'insertion. Le documentaire intitulé « En marche » et qui a été présenté en première ce mercredi soir devrait être porté sur grand écran au cinéma Alouette de Saint-Raymond au cours du mois de décembre. Les participants ont été accueillis par les jeunes du projet En marche de cette année. Pour l'occasion, une exposition photographique a été préparée autour des thématiques des jeunes, de l'aventure et de la nature. Rappelons qu'à chaque année, la coopérative embauche une dizaine de jeunes de la région de Portneuf qui traversent des problématiques de vie comme le décrochage, la toxicomanie, la délinquance et autres, et qui affectent leur démarche d'insertion socio-professionnelle. Durant près de 6 mois, ces jeunes sont intégrés à même les travaux de développement et d'entretien de sentiers, autant pédestres que des sentiers de vélo de montagne. Depuis 2002, près de 230 jeunes sont passés dans ces projets. Et en terminant, ce samedi 11 novembre, au parc Donnacona, il y aura commémoration du jour du souvenir dès 11 h. Connu aussi comme jour de l'armistice, le 11 novembre est une journée annuelle observée en Europe et dans les pays du Commonwealth pour commémorer les sacrifices de la Première Guerre mondiale et les autres guerres. Cette journée rappelle la signature de l'armistice de 1918 mettant fin à la Première Guerre mondiale. Dans les pays du Commonwealth, le coquelicot est un symbole à la mémoire de ceux qui sont morts à la guerre et les profits de sa vente sont destinés aux anciens combattants. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Karine, merci à Tony, à Stéphane et à Philippe. Merci aussi à nos invités qui se sont déplacés en studio ce soir. Vous pouvez revoir nos émissions sur notre site web ou des capsules sur notre page Facebook.
On se laisse avec la visite du musée ambulant à l'école primaire 5 heures de Marie à Rivière-à-Pierre, avec à son bord un dôme gonflable et 8 œuvres d'artistes d'art actuels provenant de Québec et de Montréal. D'ailleurs, nous accueillerons en studio la semaine prochaine Jeanne Couture, une des initiatrices du projet. Bonne semaine. On travaille avec eux sur différentes œuvres. En fait, ça dépend des degrés. On a fait, donc on a 2 visites différentes, moi et Sarah. Donc pour le premier, deuxième cycle, on a une visite adaptée pour les plus jeunes. Puis le dernier cycle, le troisième, on en a une autre où on voit des œuvres un peu différentes, où on peut aller dans différents sujets. Donc Marie-Christine, que les enfants à 2 cycles différents vont voir des œuvres un peu différentes. Tu vas pouvoir parler de ça aussi ce soir.